Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, encore une fois, on va profiter du beau temps, pas trop de vent, un beau soleil mais un peu voilé, ce qui va nous permettre de pouvoir tester ce petit Fimi X8 Mini. Enfin, vous allez me dire, ouais, j'ai eu une mise à jour ce matin et pour l'instant, j'avais fait qu'un petit vol rapide avec Yacine pour tester 2-3 trucs et puis pour lui montrer surtout. Aujourd'hui, on va pas faire une revue ultra complète, d'ailleurs, on va faire une seule batterie, mais je vais vous expliquer quand même les paramétrages, ce qu'on va faire pour la mise en route, on va le faire ensemble. Et puis, on va s'intéresser surtout à la qualité vidéo, au problème de la nacelle. On va voir si le problème a été résolu sur celui-ci, surtout après la dernière mise à jour. Vous savez, sur le X8 SE 2020, on avait cette petite, ce petit souci de nacelle où on avait un horizon qui n'était pas forcément très droit. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc je vous ai dit la résolution d'image aussi, et puis quelques petits modes de vol bien sûr, puisque c'est la grosse particularité de ce Fimi X8 Mini par rapport, j'ai envie de dire, à un DJI Mini ou même le Mini 2. Si on n'a pas une application tierce, on n'a pas autant de modes de vol, et c'est vrai que c'est sa grosse particularité. Et je vous en parle aujourd'hui parce qu'il est en vente flash, donc on va le trouver aux alentours des 310 €. Et c'est vrai que dans sa catégorie, eh bien, si ça fonctionne bien, si j'ai pas de gros reproches à lui faire, ça reste le best de sa catégorie. On va tout de suite aborder le défaut principal de ce X8 Mini, c'est que au niveau législation, il est juste au-dessus des 250 grammes. Vous le savez, vous en avez entendu parler. Maintenant, normalement, Fimi doit nous sortir une batterie pro qui permettra justement d'avoir un poids inférieur à ces 250 grammes. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique ce que j'ai fait. Je suis simplement allé sur Alpha Tango. Moi j'avais déjà passé le mini brevet, la mini formation qui permet d'avoir justement la possibilité de piloter ce genre de drone. Et ensuite il faut l'enregistrer tout simplement avec son numéro de série qu'on trouve sur le drone directement sur Alpha Tango. Et là vous pouvez le piloter. Donc bien sûr j'ai collé mon étiquette puisque une fois que vous êtes déclaré et que vous avez fait que vous avez passé votre petit examen, on va vous attribuer un numéro d'utilisateur, donc c'est à coller sur les drones qui font plus de 250 grammes bien évidemment. Donc c'est parti, on déballe ensemble et on fait la mise en route, let's go. Donc pour pouvoir piloter, il vous faudra le Fimi X8 Mini, cette petite boîte, ainsi qu'un smartphone. Je regrette un petit peu qu'on ne puisse pas, comme dans le X8 SE, insérer un iPad. Vous savez, j'ai un iPad 10 pouces qui allait bien dans la radiocommande. Là, la radiocommande est un peu plus courte, donc ne permet pas, bon, elle permet un gros smartphone, mais ne permet pas l'iPad mini tout simplement. Oh, petit regret quand même, parce qu'au niveau visibilité, c'était pas mal. Donc bien sûr, je ne vais pas vous faire tout le déballage parce que vous l'avez certainement déjà vu. Donc le X8 Mini, on va pouvoir retirer la protection de gimbal. Hop, le numéro d'identification, il n'est pas là. Hop, je vous le montre pas parce que c'est le mien, mais il est collé sur le côté ici. Il faut qu'il soit visible et accessible. Donc on va pouvoir, hop, déplier notre X8 Mini. Cette fameuse batterie, qui est un peu plus lourde que normalement la Pro, qui devrait sortir, l'insertion de la carte micro SD qu'il va falloir formater bien sûr, et ce fameux petit bouton qui permet de piloter soit avec la radiocommande, soit directement avec l'application et le smartphone. Donc mettez-le bien à gauche pour piloter avec la radiocommande. C'est ce qu'on va faire nous aujourd'hui. J'insère la batterie et je clipse. C'est bien serré. On a un petit bouton sur le dessous de la batterie ici pour pouvoir l'extraire. Et gros plus, c'est que cette batterie est rechargeable directement en USB-C. Donc pratique pour les déplacements, si vous voulez recharger dans la voiture directement. Et puis bien sûr, le contenu habituel, les câbles différents en fonction de votre smartphone. Vous avez du Lightning et du micro USB, le câble de charge pour la radiocommande et la batterie, deux petites hélices de rechange, les notices et un petit tournevis pour pouvoir changer les hélices. Voilà le contenu de la boîte rapidement. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc moi j'ai sorti mon câble USB-C pour mon smartphone. On déplie ces antennes. Vous savez que c'est le plat de l'antenne qu'il faut diriger vers l'engin quand vous pilotez. Donc on va les mettre à 45 degrés et on va piloter de cette façon-là. Sur la radiocommande mode 2 bien sûr, avec retour de force sur les deux sticks. Et heureusement puisqu'on a un maintien d'altitude. Bouton de mise en route, bouton de RTH.
un bouton sur le dessus pour lancer la vidéo et un bouton pour prendre des photos, ainsi qu'une petite molette ici pour régler la hauteur de la gimbal. C'est aussi simple que ça. Et là, on a le branchement USB-C pour pouvoir brancher le smartphone ou pour pouvoir recharger directement la radiocommande, puisqu'il n'y a pas de pile. Et vous avez deux petits inserts ici, plus pratiques que dans l'ancien. Dans le X8 SE, il y avait un insert à l'intérieur de la radio ici pour mettre les petits sticks. Donc si vous n'avez pas de place quand vous remballez votre matériel, vous pouvez directement les coller ici. C'est assez pratique et rapide à mettre en place. Petit stick avec bande caoutchoutée, donc ça accroche bien, et des petits crans sur le dessus, des petits picots si jamais vous pilotez au pouce. Donc plutôt bien pensé, même si les sticks sont un petit peu courts. Moi ça me va, mais c'est selon les goûts. Ensuite, je vais brancher mon smartphone, je vais rentrer ici dans la fente, tout simplement, et venir clipser mon smartphone. Ensuite, vous n'avez plus qu'à brancher. Voilà. Et là, on est prêt à partir. Le Fimi X8 Mini, le voici, le voilà. Bien aéré, bien ajouré, parce qu'il n'y a pas de ventilation interne. Ça aussi pour réduire le poids certainement. On a les capteurs ici de positionnement optique, le bouton de mise en route, les petits témoins. Si on appuie un coup, on voit à quel taux de charge on est. Là, j'ai les 4, bien sûr. Des petits bras repliables et une matière assez intéressante. On a une espèce de plastique granuleux. Bah écoutez, pourquoi pas. Moi, je lui trouve pas spécialement de défaut à ce niveau-là. C'est parti, on sent la légèreté du produit en tout cas. Donc j'appuie un court, un long, je maintiens, tac, et ça s'allume. On va lancer l'application Fimi Nav, ici la bleue. J'ai une mise à jour. Ah, le problème c'est que là, je suis pas sûr que ça fonctionne, je suis en 4G, allons-y, on va essayer. Je télécharge la mise à jour. Ah, c'était peut-être une petite mise à jour. En tout cas, let's go. On rentre dans l'appareil. Bien sûr, si vous n'êtes pas enregistré, il faudra vous enregistrer. Là, on a la connexion, ça s'est arrêté de clignoter. Firmware update. Donc, j'update. J'ai les images derrière, flight controller, start updating. J'espère que ce sera pas trop long. Start updating. Ça va, c'est assez rapide. Alors, c'est pas si rapide que ça du coup. Ça a été vite jusqu'à 51. Bon, on se retrouve à la fin, bien sûr. Update completed. Voilà, bon, il aura fallu à peu près 2 minutes 30 pour que ce soit fait. Je ne vous ai pas parlé des petites hélices, donc c'est des hélices indépendantes, comme vous pouvez le voir là. Chaque hélice se fixe avec une petite vis. Encore une fois, certainement pour alléger au maximum, mais ça n'a pas suffi. Donc on va régler les premiers paramètres, les paramètres importants. Donc l'altitude du RTH, le RTH en cas de fail-safe, batterie power 97, mode 2 bien sûr, et la carte mémoire est déjà formatée. On va tout de suite aller faire un tour dans les options. Limit of flight, 16 mètres secondes. Ici, j'ai mis au maximum. Limit of flight distance, on n'est même pas obligé de mettre une limite de distance, mais on peut bien sûr y mettre une limite. Et ben on va laisser sur 1000 mètres, c'est pas plus mal. 120 mètres d'altitude, ici on peut régler plus, mais la législation veut qu'on s'arrête à 120 mètres maximum, en fonction du lieu de vol bien sûr. Retour, la hauteur du RTH 30 mètres, beginner mode non, sports mode oui, on va le mettre en route, pour pouvoir avoir plus de puissance au cas où. Parce que pour le suivi, je vais courir comme un lapin. Precise landing, on l'active pour qu'il se pose sur le landing pad, bien sûr. Aircraft indicator, oui. Moi, je l'ai déjà calibré. Fail-safe over RTH. Home point. On va pas changer grand-chose. On va surtout aller dans les paramètres de la vidéo. Ici, vidéo quality, on va laisser sur medium. Vidéo size 4K 30 fps, parce que j'aime pas du tout le 2,7K en 60 fps. Je trouve que ça croppe dans l'image. On se fera un petit test tout à l'heure, je pense que je peux le faire en vol. La white balance, on va laisser sur auto, color sur général, pas sur vivid. Je sais qu'on a vivid également qui fait beaucoup plus coloré. On va rester sur général. Voilà, on est pas mal dans un premier temps. On va voir ce que ça donne. Donc c'est parti pour un petit décollage automatique. On est ready to fly. On a suffisamment de GPS. Let's go. Hop. Alors il monte à environ combien là? Ah, il monte pas mal, hein. Tac. On est arrivé à combien? 5 mètres environ d'altitude.
Bon, je vous rassure, j'ai décollé en intérieur sans le GPS et ça fonctionne super bien. Il monte bien évidemment pas aussi haut, il monte environ 1,50 m, 1,80 m. Bon, on est pas mal. Donc on va tout de suite vérifier, hop, je vais baisser un peu ma gimbal, tac, on va tout de suite vérifier la résolution de la caméra. Moi c'est ce qui m'intéresse. On va voler tout doux. Voilà. On va se cadrer, je vais essayer d'être dans le champ, je descends un petit peu la gimbal. On a l'air d'avoir un horizon plutôt droit, c'est vraiment pas mal. J'ai calibré la gimbal avant de partir de chez moi. Voilà, on va baisser en altitude. Voilà, c'est plutôt joli sur le smartphone. Voilà, on a un morceau de ciel, on a un peu tout. Donc je lance un enregistrement en 4K 30 fps pour avoir la résolution, pour avoir le rendu des couleurs. Là, on a un éclairage qui est plutôt pas mal, je trouve. Un ciel voilé comme ça, avec pas de rayons de soleil direct. Même si là, on est un petit peu dans l'obscurantisme. Donc voilà ce que ça donne en 4K 30 fps. Hop, on va tout de suite changer la résolution et on va se mettre en 2,7K et 60 fps. Donc ça c'est mieux si vous voulez filmer en mouvement ou faire des rotations, parce qu'en rotation il vaut mieux un gros fps pour pas avoir de saccade à l'écran. Je lance l'enregistrement en 2,7K 60 fps et je n'ai pas changé de place, comme ça vous verrez, on verra ensemble si l'image est croppée. Moi sur mon smartphone j'ai cette impression de cropitude bien sûr. Donc voilà ce que ça donne en 60 fps. Pouvoir faire un mouvement ou deux, ici. Voilà, et on peut même se faire une petite rotation, parce qu'en 60 fps, justement, il y aura normalement moins de saccades. Donc quand vous lancez une rotation, maintenez bien le pouce au même endroit, essayez de ne pas changer la vitesse de la rotation. Si vous voulez quelque chose de plus fluide, de plus propre. Là, je remonte un peu la caméra pour voir si la gimbal reste de niveau. Ça m'a l'air bon. Je peux redescendre la gimbal pour venir me chercher. Je devrais revenir dans l'écran. Nous y voilà, nous y voici. Je remonte un peu. On va avoir un peu de ciel bleu. Donc voilà ce que ça donne en 2,7K 60 fps. Et maintenant, on va même pouvoir essayer là en 1080p. On va rester en 60 fps tout simplement. Tac! Et là je relance l'enregistrement en 1080p 60 fps. Donc là c'est pareil, un petit mouvement ou deux. Là j'ai été assez rapide. Tac! Et on va se lancer une rotation plus rapide cette fois-ci. Je lance la rotation et je conserve la vitesse. Et on est de retour. Tac, nous y voilà. Donc voilà pour le rendu en 1080 60 fps. Pour la fin de notre vidéo, on va se remettre en 4K. « 4K 30 fps. Tac, tout de suite, ça agrandit l'image, c'est impressionnant. Donc par contre, je relance l'enregistrement. Ici, on va faire un mouvement ou deux quand même. Donc sur des translations latérales, gauche-droite, sur des marches avant, marche arrière, il n'y aura pas spécialement de saccades dans l'image. Par contre, en 25 ou 30 fps, là où on peut avoir des saccades, c'est sur des rotations. Vous voyez, je lance une rotation, je maintiens la vitesse. Et là, forcément, beaucoup plus d'informations dans l'image. Et en 30 fps, on risque d'avoir des saccades. Hop, je termine rapidement, même si ça ne se fait pas. Je reviens vers nous. Tac. En tout cas, on aura des images bien plus jolies en 4K 30 fps. Donc je peux couper l'enregistrement pour l'instant. Hop, on va aller se faire une petite prise de vue assez haute. Il bouge pas, hein. Il est bien stable. Donc aujourd'hui, on n'a pas de vent, c'est plutôt pas mal. Là, on a un beau ciel là-bas. Ah bah, faut que je vous fasse une découverte parce que c'est assez joli. Voilà, je lance l'enregistrement. Tac, et on part en hauteur à une vitesse constante.
Comme ça, vous allez pouvoir faire une découverte de la vue. C'est assez joli dans le coin. On n'a pas de problème de gimbal apparemment. Donc là, on a une belle image, 2 tiers, 1 tiers. C'est assez sympa. Ok. Donc on va tout de suite se tester les petits modes de vol. Parce que c'est vraiment l'intérêt sur cet appareil-là. Allez, redescends. On va partir en marche avant pour la descente. Hop. Et voilà. Donc ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est les modes de vol. C'est parti, on clique en bas à droite. Tap and Fly, Waypoint, on sait que ça fonctionne. Il n'y a aucun souci. On va s'intéresser au Smart. Alors bien sûr, comme vous l'avez vu, normalement j'ai activé la prise de vue en marche arrière. Fail safe home point. Enable backward flying in Smart Track. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc pensez bien à l'activer. Sinon, il ne reculera pas en Smart Tracking, tout simplement, si vous vous dirigez vers lui. Donc on est parti sur du Smart Track. On va prendre le Trace, bien sûr. Ok. Maintenant, on va essayer de se cadrer. Donc l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir une tenue, des vêtements qui ressortent par rapport au fond de l'image. Donc là, je suis en noir et blanc. Sur du vert, ça devrait être bon. Je lance le Smart Tracking. Je suis un petit peu bas, apparemment. Oui, je crois que c'est 5 mètres minimum. Hop, là, je dois y être. Go, je lance. Donc là, je suis en Smart Tracking. Je vais lancer l'enregistrement, bien sûr, en 4K 30 fps. Et je fais pas attention, j'y vais carrément. Vous savez, je courrai pas. Alors par contre, on a vu qu'en Smart Tracking comme ça, en trace, il peut suivre jusqu'à environ 30 km/h. Alors qu'en profil, il va s'arrêter vers les 15 km/h à peu près. Mais là, on voit qu'il me garde bien, il me suit bien, il n'y a aucun souci. Non, je ne courrai pas. Donc l'intérêt, il est là, c'est que maintenant je vais revenir vers lui. Et c'est là, si vous n'activez pas le recul, forcément le drone reste en place et la caméra va s'orienter vers le bas jusqu'à ce que vous dépassiez, bien sûr. Mais là, il recule tout simplement. Là, je passe sur son côté, hop là. Donc il devrait se tourner pour me suivre complètement. Donc on a un Smart Tracking plutôt intéressant, je trouve, sur ce petit engin. Je coupe la vidéo. Hop, et on va tester. Oui, je veux sortir puisque je te le demande. On va tester le tracking, bien sûr, mais de profil. Donc là, on va venir se mettre, hop, sachant qu'on va partir dans cette direction-là. On va le mettre de profil par rapport à nous. Je vais reculer un petit peu. Plus vous êtes prêt, plus vous avez des chances qu'ils vous perdent, bien sûr. Ok, donc là pareil, on dessine autour de nous. Ça peut être une voiture, ça peut être autre chose. Go! Je lance l'enregistrement. Et donc là, il me suit en profil, tout simplement. Et là, si j'accélère le pas, si je marche à 45 km/h par exemple, on voit que je me rapproche de l'écran. Et plus on se rapproche de l'écran, plus on se doute que si on va un peu plus vite, on va en sortir. Donc là, je change de direction à l'opposé. Et comme vous voyez, sur une marche normale, il suit sans aucun problème. Est-ce que je peux le baisser en altitude? Non, là j'ai touché au stick des gaz et automatiquement, il a arrêté le suivi. Ok, j'arrête l'enregistrement. Hop. Et le dernier tracking, c'est le lock. Donc là, c'est tout simple. L'appareil va rester en place. Donc là, pareil, je me sélectionne. Je fais go, je suis pas assez haut. Hop. Ici, il oriente la gimbal tout seul. Et là, je fais go. Ah, par contre, j'ai des orientations ici pour pouvoir tourner. Parce que là, normalement, ça ne bouge pas. Le drone ne va pas bouger. Il va simplement me suivre avec la caméra. Mais alors, il y a un truc intéressant. C'est cette fonction-là. Tourner à 4 mètres secondes dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Je lance l'enregistrement.
Et en fait là, il me conserve dans l'écran en faisant un circle du côté que je lui ai indiqué. Et normalement, si je me déplace, je dis bien normalement, il devrait me conserver dans l'image. Là, je m'éloigne de lui exprès. Je suis pas gentil, hein. Donc là, il faudrait qu'il écarte le cercle, qu'il agrandisse le cercle s'il veut continuer à faire le tour. Et ouais, c'est ce qu'il fait, sans problème. Et donc là, il me conserve dans l'image tout en faisant du circle. À tout moment, je change de sens. On va voir comment il réagit. Il s'arrête, il se positionne et il devrait repartir dans l'autre sens. Et j'ai mis 4 mètres secondes pour qu'il aille assez vite. C'est reparti. Je retourne. Je fais un RTH. Moi. Et là, il fait le tour. Bien, je n'avais pas entendu parler de cette fonction. Je viens de la voir sur mon écran. Normalement, il doit passer au-dessus de l'arbre, sans problème. Est-ce que je peux mettre de l'altitude? Non, il s'arrête automatiquement dès que je touche au throttle. Ok. Je sors de cette fonction, j'arrête l'enregistrement. Pour pas que ce soit trop lourd. Hop. Je vais le ramener. Salut mec. Alors, d'autres fonctions intéressantes. L'orbit mode, bah ça on le connaît. On peut le tester vite fait. Donc il faut d'abord venir se mettre au-dessus de la cible. Alors on met la caméra vers le bas. Et on avance. Je n'ai pas la caméra au minimum, ouais c'est bon. Et on avance jusqu'à mettre la cible dans la caméra, dans le centre tout simplement. Voilà. Setting Center. Maintenant je mets le radius, c'est-à-dire le rayon. On va pas mettre trop, justement. Je remonte la caméra sur moi. Voilà. Setting radius. Et après, je choisis la vitesse. On va mettre 3,4 mètres secondes. Le sens. Alors, heading, soit c'est free, soit c'est center. Si c'est center, ça va rester sur moi. Si c'est free, je vais pouvoir changer l'orientation du drone. Go! Je lance. Et je lance en même temps l'enregistrement. Donc, c'est parti. Donc là, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf qu'il ne me suit pas. Donc, je ne vais pas bouger. Je vais rester en place. Parce que si je me déplace, on va dire que je me déplace. Donc voilà, assez rapide. Et on peut directement changer, en gardant les mêmes paramètres, changer le sens. Est-ce que je peux baisser en altitude? Cette fois-ci, oui, il continue son radius. Non, là je suis au maximum. J'ai beau baisser, il ne veut pas. Je vais augmenter par contre. Ça lui pose pas de problème. Par contre, il faut vérifier qu'on est toujours dans la caméra. Est-ce que je peux reculer? Oui, je recule et il continue son circle. Mais il faut recadrer. D'accord, on peut vraiment le déplacer sans aucun souci. Donc je peux arrêter l'orbite et l'enregistrement. Bon, elle est plutôt content, hein. C'est vraiment sa particularité à cet engin. C'est d'avoir un tas de modes de vol intéressants. Pour le prix. Tac! Alors, on a la spirale aussi dans le même cas. Je suis pas sûr que ce soit super intéressant. Course lock, ça vous connaissez ou pas? Ça, c'est assez intéressant. Mais on va d'abord tenter un return to home pour voir si il fait son precise landing. Donc là, je l'éloigne un petit peu. Et on va se faire un petit RTH. Tac! C'est parti. Je lance le RTH. Et je lance l'enregistrement, bien sûr. Donc là, il monte à 30 mètres, puisque c'est ce que j'ai paramétré. Pendant qu'il fait son RTH, est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas lui faire de rotation. D'accord. Donc il se dirige vers le point home. Ah, c'est joli. Je croyais que j'étais au-dessus des nuages, mais non, c'est que les nuages se reflètent dans le, dans le point d'eau. Alors c'est parti, je ne touche plus à rien, j'ai activé le Precise Landing. Donc je laisse la caméra dessus bien sûr, et je ne touche à rien.
S'il se crache, tant pis pour lui. Il avait qu'à faire mieux. Bon, ça m'a l'air correct, hein. Là, si tu rates le landing pad, c'est que tu le fais exprès, hein. J'ai pas d'indication landing pad machin, non, non, mais en tout cas, il y va direct. Joli. Il est dessus. No Sosai, auto return completed. Et il a arrêté l'enregistrement. Je remonte la gimbal. On en est où au niveau du temps? 40%. Donc c'est reparti. On va pouvoir relancer. On va faire un décollage manuel cette fois-ci. Tac. Et je monte. Voilà. L'avantage du décollage manuel, c'est que si jamais il y a une canopée d'arbres au-dessus de vous, bon, c'est pas malin pour le RTH, mais au moins vous pouvez régler la hauteur directement. Voilà. Donc, dans les modes de vol, qu'est-ce qu'on n'a pas fait d'intéressant? Course lock, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, le course lock, c'est assez simple. On va mettre le drone dans une direction. On va monter un peu. Voilà. Là, j'oriente le drone direct vers le gros arbre qui est là-bas. Là, on le voit dans l'écran. Je choisis course lock ici et je fais OK. Je lance le go et je lance l'enregistrement. Et maintenant, le course lock, c'est quoi? C'est que même si je tourne le drone, là, je vais tourner le drone vers moi directement. Je baisse la gimbal ici et si je pousse vers l'avant, le drone va automatiquement, au lieu de venir vers moi, il va se diriger automatiquement vers l'arbre que j'avais sélectionné tout à l'heure et s'éloigner. Alors bien sûr, hop, il faut que j'oriente différemment. On peut, je vais remonter la gimbal un petit peu quand même, parce que là il est parti, voilà. Et l'avantage c'est ça, c'est que il est orienté directement dans cette direction-là. Dès que je fais une marche avant, il partira là-bas. C'est un petit peu du mode sans tête en fait. Vous voyez, si je prends un peu d'altitude et que je tire vers moi, donc là je le ramène et je pars en rotation en même temps. Eh bien, il fera sa rotation tout en revenant vers moi. Je ne vais pas faire une rotation rapide, sinon les images vont pas être jolies. Et vous voyez, là, je le ramène vers moi, tout en faisant des rotations. Voilà, donc là, vous êtes en mode headless, tout simplement. À gauche, il ira à gauche, à droite, il ira à droite, même si vous vous faites face. À gauche, il ira quand même à gauche, et à droite, il ira quand même à droite. Et là, en marche arrière, si je pousse en avant, il va en arrière, toujours dans cette direction-là, bien sûr. Donc voilà à quoi sert le course lock. Je peux stopper l'enregistrement. Hop, donc là, on va lancer fixed wing. Je lance l'enregistrement. Alors, le fixed wing, c'est tout simplement un mode FPV, où la gimbal, ici, regardez, dès que je vais faire un petit roll à gauche, regardez l'image, hop, elle se penche. Là, la gimbal n'est plus active du tout. Voilà, c'est un vol racer en fait, FPV. Tout simplement. Hop, on va le ramener. Je sors du fixed wing. Ah, il me dit que la batterie commence à être un peu usée. Alors, est-ce qu'on peut se tester le mode cinématique? Tac. Donc le mode cinématique, normalement, c'est que même si vous êtes en mode sport, vous allez à fond en avant, ici, et il aura une vitesse réduite, tout simplement, pour faire les vidéos. Il n'aura pas sa vitesse maximum. Et vous avez même une vitesse encore plus lente que ça, qui est le mode tripod. Hop. Où là, même si je pousse à fond le stick, regardez, voilà, la vitesse maximum de l'engin. Donc ça permet de venir filmer à proximité, par exemple. Je lance l'enregistrement. Tac. Donc là, on est à proximité. Hop, je viens vers moi, je suis à fond sur le stick. Ici, je vais lancer une rotation. Je baisse, hop, et je suis à fond. Donc j'ai vraiment pas de danger. Je peux vraiment esquiver l'appareil si jamais il y a un souci. Il est vraiment très très lent. Ici, sa vitesse maximale. Je vais direct sur mon trépied. Donc voilà pour ce petit mode tripod. Je peux couper l'enregistrement.
Voilà, et ben, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter parce que il me demande de couper. Je suis à 22%. Tech. Tiens, on va se lancer une petite vidéo à fond les manettes vers l'avant. Voir s'il maintient son altitude. Surtout que là, le champ, il monte. Tac, on va faire la même chose en marche arrière. Histoire de se donner une idée du rendu. Ouais, l'altitude ne bouge pas. Attention parce que là-bas, je sais pas trop où je vais. Hop, on va revenir. Excellent. Bon bah écoutez, je suis vraiment pas déçu pour l'instant. Donc, je peux stopper l'enregistrement. Je pense pas qu'on ait le temps de tester autre chose. Donc le SAR, vous connaissez, c'est pour avoir, hop, le positionnement GPS d'une photo. Voilà, si je veux un souvenir de moi à cet endroit-là et que je veux la photo, ici, on va pouvoir zoomer jusqu'à 3 fois. Hop, voilà, zoom par 3. Et là, je prends la photo, tout simplement, avec les coordonnées directement indiquées. Je dézoome. Donc ça, c'est quand on a besoin de photos précises avec des coordonnées GPS. On en avait déjà parlé. Voilà. Donc dans les autres modes, bah écoutez, on a fait le principal, le plus intéressant. Eh bien, je suis assez content pour l'instant. Écoutez, donc on va se faire un petit RTH cette fois-ci avec le bouton. Hop, il la laisse poser, je pense. J'ai lancé un RTH. J'espère qu'il aura assez de batterie pour le faire. 14%, il est grand temps. Ah, là, il monte pas à 30 mètres. Il a limité. Bien, ça veut dire qu'il est pas trop bête, ça. Je descends. Hop. Et on va voir s'il réussit son deuxième atterrissage. Ouais, il a réglé, hein. Il était à peine au-dessus. Il s'est remis dessus. Précise landing. Donc voilà les amis pour ce premier test du Fimi X8 Mini. Bah écoutez, pour l'instant j'en suis vraiment content. On verra au niveau de la qualité des images puisque je les découvrirai avec vous. C'est la première fois que je filme autant avec, on va dire, j'ai envie de dire, ouais, le temps idéal, l'exposition pratiquement parfaite pour ce type de drone. J'ai pas changé beaucoup de paramètres, on verra juste la différence des résolutions. Mais en tout cas, au niveau des fonctionnalités, voilà. C'est vraiment un drone qui n'a pas beaucoup de concurrents. Oui, le DJI Mini, le Mini 2, soit on est légèrement plus cher, soit on est beaucoup plus cher, mais en tout cas on n'aura pas toutes ces fonctionnalités là, c'est sûr. Alors après, si la qualité des images vous suffit pour ce que vous voulez en faire, je ne dis pas que ce drone s'adresse à des professionnels, ça c'est sûr, même si on doit pouvoir faire quelques petites prises de vue intéressantes. Si la qualité des images vous plaît et que vous êtes féru de petites applications, quelques modes de vol intéressants qui vous permettent de faire des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire sans s'embêter, parce que je vous avoue que le mode suivi, il y a plein de choses qu'on peut faire en manuel, hein, mais par exemple le suivi d'une personne en faisant des cercles autour avec cette précision là, voilà, en manuel chaud quand même, hein, chaud patate, hein. Ou alors faut bien s'entraîner. Donc voilà les amis, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce petit Fimi X8 Mini? On le ressortira, on refera des tests certainement. Dites-moi dans les commentaires quel genre de test vous voudriez pour ce petit appareil. En attendant, moi personnellement, je ne peux que vous le conseiller parce que à 300-310 €, je vous dis, il n'y a pas vraiment de concurrence. La gimbal me paraît stable, ça me paraît fiable. Les mises à jour sont récurrentes, donc ça veut dire que Fimi... Oh, j'ai une fourmi sur l'objectif. Et contrebarre-toi. De quoi je te mêle? Donc ouais, voilà, Fimi suit le produit. Il y a des mises à jour assez régulièrement, donc et j'ai pas noté de gros défauts. Je vous noterai également l'autonomie, puisqu'on n'a pas fait de grosses vitesses. On verra l'autonomie justement avec des fonctions de vol un petit peu tranquilles et voir si c'est intéressant. Donc voilà, j'espère aussi bientôt recevoir la batterie Pro. J'ai recontacté Fimi, pour l'instant il n'y a pas de nouvelles pour qu'il soit sous les 250 grammes. Mais bon,
Je vous ai dit, passez ce petit certificat sur Fox Alpha Tango. Je vous remettrai, les liens sont dans la description tout en bas pour Fox Alpha Tango, etc. et la réglementation. Mais c'est très utile de passer de toute façon cette petite formation et ça coûte rien de l'enregistrer après. Hein. C'est gratuit et ça prend 5 minutes. Donc voilà, c'est pas non plus la Bérésina pour pouvoir le faire voler un drone de plus de 250 grammes. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je vous reparle très bientôt du concours permanent et des nouveautés. Pouah là là, les nouveautés, je sais même plus quand je vais les faire. Je pense qu'il va falloir que je fasse 3 vidéos par semaine là à venir parce que sinon je m'en sortirai pas. Mais sans bâcler bien sûr. Et très bientôt un live avec mon Yaya sur de la voiture RC. Voilà, on va se faire une semaine voiture RC de la plus petite à différents modèles, du bashing. Un truc que j'ai pas fait, c'est du franchissement. J'ai une petite bagnole bien sympa à vous montrer pour du franchissement. Même moi, ça m'a surpris. Bref, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Et moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire, surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao!